Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse gourmande de culture gastronomique que j'ai le plaisir, l'immense plaisir de partager avec Valentin. Bonsoir Valentin. Bonjour Nicole et merci de me compter pour la présentation de la parenthèse. J'apprécie en tout cas cette collaboration et l'avant-dernière parenthèse la dernière qu'on présente de la saison. Oui, plaisir partagé Valentin. Donc on a voulu cette parenthèse culturelle afin d'enrichir les connaissances bien sûr et à replacer dans un examen, un concours ou un dîner mondain. Allez, on est parti Valentin, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour Nicole, ravi de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle parenthèse. Ce soir, on vous parle du Meurice, du vin jaune, du talentueux Bernard Loiseau, de la poularde de Bresse, du Neuchâtel et du macaron. Et je te Eh laisse bien, débuter Nicole ouais, c'est avec parti. le Meurice. Le Meurice, merci beaucoup Valentin. Alors, le Meurice, c'est un 5 étoiles, un hôtel-restaurant parisien classé, situé rue de Rivoli à Paris, fondé par Charles-Augustin Meurice en 1835. Ce dernier voulait créer un hôtel qui plairait particulièrement aux Britanniques qui séjournaient à Paris. En 2011, il a été le premier hôtel à bénéficier de la distinction Palace. Il appartient au groupe hôtelier Dorchester Collection, également propriétaire du Plaza Athénée. Donc, le Meurice a souvent été surnommé Hôtel des Rois en raison de ses nombreux invités royaux, comme la reine Victoria en 1855, pour qui un étage entier a été rénové. En 1889, le Meurice devient le premier hôtel parisien à posséder le téléphone. Le propriétaire Henri-Joseph Surich, passionné de technologie, était convaincu d'attirer ainsi une clientèle renommée. En 1898, le nouveau propriétaire de l'hôtel, Arthur Millon, entreprend d'importants travaux d'agrandissement et de rénovation intensive. L'hôtel rouvre ses portes en 1907. Il est ainsi devenu le premier hôtel à Paris à posséder une salle de bain dans chaque chambre et chaque suite, évidemment, des dernières évolutions modernes comme le téléphone, les sonneries électriques pour leurs domestiques, l'ascenseur, etc. Et surtout, un toit terrasse a été inauguré, accueillant un restaurant à ciel ouvert avec une vue magnifique sur Paris. Le Meurice change de direction afin de concurrencer l'Hôtel Ritz, ouvert la même année sur la place Vendôme. Après 2 années de rénovation, les ouvriers recueillent un lévrier errant, aussitôt adopté par le personnel de l'hôtel qui en fait la mascotte puis l'emblème de l'établissement. De cette époque, le Meurice conserve le grand salon Pompadour, la salle de restaurant, le salon Fontainebleau, le bar 228 avec les fresques du peintre Alexandre Claude Louis Lavallée, réalisées de 1905 à 1907, et bien sûr la verrière de fer forgé qui abritait le hall. Durant l'occupation, entre septembre 40 et août 44, l'hôtel Meurice sert à la fois de quartier général du commandement militaire allemand, de la garnison de Paris et de logement de fonction pour les généraux. Une campagne de rénovation est menée en 1947. Dans les années 50, les têtes couronnées font place à une clientèle d'hommes d'affaires, stars du showbiz et autres artistes, parmi ces derniers, Salvatore Dali, qui y réside 1 mois par an pendant 30 ans. En 84, l'établissement est acquis pour environ 100 millions de dollars par l'Agacam 4, établissement qu'il revend en 77 au Dorchester Collection, propriété du sultan de Brunei. En 98 et 2000, l'hôtel subit alors d'importants travaux de rénovation et de restauration. En 2007, le designer Philippe Stark rafraîchit la décoration générale et il s'inspire évidemment du génie et de l'espièglerie de Salvador Dali. En 2008, l'hôtel lance le prix Le Meurice pour l'art contemporain, prix suspendu depuis le 13 avril 2019. En 2013, le chef Alain Ducasse prend les commandes des cuisines des restaurants du Palace. En 2018, l'hôtel ouvre la pâtisserie du Meurice, dirigée par le talentueux Cédric Grolet. Eh bien, merci Nicole pour ces riches et belles explications autour du Meurice à Paris. On va quitter Paris pour rejoindre le Jura et je vais vous parler du vin jaune.
le vin jaune, donc, que l'on surnomme l'or du Jura. Alors, son origine est mystérieuse. La légende raconte que la découverte serait le fruit du hasard. Un vigneron aurait retrouvé au fond de sa cave un fût oublié et il aurait eu la belle surprise d'y découvrir un précieux nectar doré, le vin jaune. Alors, le vin jaune, c'est un vin blanc sec produit à partir d'un cépage unique, le savagnin. Seules 4 appellations sont autorisées à le produire, les AOC Arbois, AOC Côte du Jura, AOC L'Étoile et AOC Château-Chalon. L'appellation Château-Chalon produit exclusivement du vin jaune, tandis que les 3 autres appellations ne produisent pas que du vin jaune. Au niveau de l'élaboration, des vendanges à la fermentation, en passant par la macération, l'élaboration du vin jaune commence comme celle d'un vin blanc. Les raisins sont récoltés, foulés, puis placés dans une cuve. Le sucre contenu dans les fruits se transforme en alcool. Une fois la fermentation terminée, le vin jaune est placé dans des fûts de chêne durant 6 ans et 3 mois. Hors de question d'y toucher pendant ce laps de temps très précis, alors qu'à Bordeaux, Beaune ou Cahors, les vignerons remettent les fûts à niveau au fil du temps pour éviter que le vin ne s'oxyde au contact de l'air dès que le niveau baisse un peu. Les producteurs jurassiens, eux, laissent un voile de levure se déposer à la surface du vin. Cette pellicule permet de protéger le vin de l'oxydation en lui évitant d'entrer directement en contact avec l'air. Tout aussi original par l'élaboration de ce vin, la mise en bouteille est tout aussi atypique de par sa forme que sa contenance. Le Clavelin, qui est le seul contenant autorisé pour la mise en bouteille du vin jaune, qui est créé sur mesure à la demande des vignerons au XVIIIe siècle. Cette bouteille unique possède une contenance de 62 centilitres contre 75 pour un flacon classique. Le Clavelin qu'on voit sur l'image à droite de la diapositive au centre, qui fait donc 62 centilitres. Donc, ce chiffre n'est pas choisi au hasard. Ce volume correspond à ce qu'il reste d'un litre de vin après 6 ans et 3 mois passés en fût. Les 38 centilitres donc évaporés sont considérés comme étant la part des anges, un thème qu'on a déjà abordé. Au niveau de la dégustation du vin jaune, on a à l'œil une robe qui est parée d'une belle couleur dorée, le nez est typique, intense, un bouquet qui exprime des arômes de noix fraîches, de fruits secs, d'épices douces avec de délicates notes florales. En bouche, on a un vin qui est riche, puissant. Il offre une structure équilibrée avec des arômes de noix, de pommes vertes et des notes épicées. Un conseil de dégustation, pour l'apprécier, ce vin, on va le boire légèrement chambré, idéalement entre 15 et 16 degrés. On a des vieillissements exceptionnels allant jusqu'à 100 ans, voire plus. J'en dirai quelques mots plus tard. Au niveau des accords mets et vins, on va le déguster en apéritif. On peut bien sûr l'accompagner d'un foie gras, de crustacés ou d'une volaille à la crème. Des spécialités franc-comtoises, bien sûr, comme le célèbre coq au vin jaune, la savoureuse truite au vin jaune, une tranche de comté, quelques noix ou encore la poularde de Bresse au morille et vin jaune. On va également déguster le vin jaune avec de la cuisine exotique, notamment avec des plats épicés au curry. Et bien sûr, comment je pourrais vous parler du vin jaune sans vous parler de la célèbre percée du vin jaune, un événement donc, qui est créé par l'association des ambassadeurs des vins jaunes en 1996, donc il y a 25 ans. C'est vraiment les gardiens de la mémoire de la percée du vin jaune et du vin jaune. Ils sont parés de cette belle tenue qui défile avec cette barrique de 228 litres qu'on porte en procession. La percée, c'est vraiment un événement à la hauteur du vin qu'ils célèbrent et on pourrait la résumer en un mot, unique. Elle est parrainée par une personnalité publique chaque année. On peut voir ici à l'image Vincent Ferniaud, on peut notamment citer encore Franck Ferrand ou Karl Zéro, et on va découvrir et partager une ambiance. Il faut savoir que la percée du vin jaune se déroule le premier week-end de février, et bien sûr, comme vous le savez, dans le Jura, il peut y avoir de la neige, comme on peut voir à l'image. Là, c'est à Poligny, je crois, derrière Vincent Ferniaud, on voit que la neige est tombée. C'est vraiment 2 jours dans une énergie, une atmosphère festive, faite de rencontres et de bonne humeur. C'est vraiment la percée du vin jaune, un événement qui draine des milliers de personnes le temps d'un week-end par l'amour du vin, qui vont déambuler un verre à la main. Donc le verre ici sérigraphié percée du vin jaune. Ils vont déambuler dans les rues d'un village, vraiment décoré, et c'est l'occasion pour les vignerons jurassiens de faire déguster leur production au public. La percée, c'est aussi une fête itinérante. Chaque année, elle se déroule dans un village différent. Et organisée, bien sûr, à cette occasion, une vente aux enchères de vieux millésimes. Et le record pour un vin jaune de 1774
adjugé à 103 700 € lors de l'édition 2018 et c'est un record pour un vin du Jura. On peut notamment également citer un concours de cuisine, le trophée André Genet et un concours de sommellerie. Et cette année, donc, comme vous le savez, du fait de la crise sanitaire, la percée s'est tenue de manière différente par rapport aux éditions précédentes et les participants devaient prendre rendez-vous auprès des viticulteurs afin d'y déguster leur vin. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour la percée du vin jaune qui aura lieu bien, elle, en 2022 à Cramant les 5 et 6 février. Eh bien, Valentin, merci beaucoup. Et puis le 5 et 6 février 2022, on sait où on va aller. Merci beaucoup. Alors, je poursuis avec un grand monsieur, avec Bernard Loiseau. Alors, Bernard Loiseau est né le 13 janvier 51 à Chamalières. Il est mort le 24 février 2003 à Saulieu. Donc, c'est un chef cuisinier, restaurateur français du restaurant gastronomique Relais Bernard Loiseau à Saulieu, que vous pouvez voir sur l'image, cette belle photo. Avec ses 3 étoiles au guide Michelin et 19,5 sur 20 au Goemio, il est un des cuisiniers français les plus médiatiques des années 80 et 90. Sa mère, fine cuisinière, lui transmet son amour de la cuisine française et quelques-unes de ses recettes de prédilection, dont la tourte aux champignons et l'épaule d'agneau et bien d'autres. En 68, il entre en apprentissage en même temps que Guy Savoy à l'âge de 16 ans chez les frères Trois Gros à Roanne, l'année où le restaurant obtient sa 3e étoile au guide Michelin, consécration du monde gastronomique culinaire qu'il se fixe alors d'obtenir un jour personnellement. Il obtient son CAP de cuisine en 71 et il est engagé par le chef parisien Claude Verger, un de ses mentors, à la Barrière de Clichy, qui lui confie en 75 la gérance du restaurant qu'il vient d'acheter, la Côte d'Or à Saulieu, en Bourgogne. En 82, après 7 ans de gérance, Bernard Loiseau rachète le restaurant, donc c'est l'actuel Relais Bernard Loiseau, en s'endettant lourdement et voue alors entièrement sa vie à refaire de cet établissement l'un des hauts lieux de la gastronomie et du prestige culinaire français. De 87 à 90, il fait partie des invités de l'émission culinaire hebdomadaire Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur, c'était diffusé sur FR3. Il épouse Dominique Brunet en 89, avec qui il aura 3 enfants, Bérangère, Bastien et Blanche, que vous pouvez voir à l'image. En 91, il obtient la consécration du milieu gastronomique, 3 étoiles au guide Michelin, et publie son premier livre de cuisine, L'envolée des saveurs. Il devient un des chefs les plus célèbres de la gastronomie française par son charisme et son sens des médias, dont il se sert pour développer son établissement. En 95, inspiré de ses pairs comme Paul Bocuse, Joël Robuchon, Georges Blanc, Alain Ducasse ou Marc Vera, il développe son activité gastronomique par une gamme de produits dérivés sous son nom et développe une activité avec une gamme de produits dérivés Il devient un des chefs les plus célèbres de la gastronomie française par son charisme et son sens des médias, dont il se sert pour développer son établissement. En 95, inspiré de ses pairs, dont Paul Bocuse, Joël Robuchon, Georges Blanc, Alain Ducasse ou Marc Vera, il développe son activité gastronomique par une gamme de produits dérivés sous son nom et crée sa boutique Bernard Loiseau, ainsi que 2 restaurants à Paris, Tante Louise, l'actuelle Loiseau rive droite, et Tante Marguerite, actuelle Loiseau rive gauche, et développe une gamme de plats cuisinés pour la grande distribution avec une société de restauration. Je me souviens très bien de ces publicités télévisées. En décembre 98, il fonde la société Bernard Loiseau qu'il introduit sur le second marché de la Bourse de Paris et devient ainsi le premier chef au monde à être coté en bourse, ce qui lui vaut la une du New York Times. En 2003, devenu membre des Relais Châteaux, Bernard Loiseau fait l'objet d'une rétrogradation de 19 sur 20 à 17 sur 20 au Goemio et d'une vive critique négative médiatisée par le critique gastronomique François Simon dans Le Figaro, mais garde malgré tout ses 3 étoiles au guide Michelin.
Il met fin à ses jours le 24 février 2003 à l'âge de 52 ans. Les raisons de son geste ont longtemps fait l'objet de vives polémiques. Son épouse Dominique Loiseau et son chef Patrick Bertrand, son élève et bras droit durant 21 ans, vont lui succéder et font vivre depuis ses restaurants, son nom, son esprit, sa mémoire et ses étoiles au guide Michelin, avec le désir de ses 3 enfants de perpétuer l'œuvre de leur père. Et je suis ravie de parler de ce grand monsieur que j'ai eu le plaisir et le bonheur de rencontrer la première fois que je suis allée manger dans un 3 macarons Michelin. Voilà. Bien, merci Nicole. Alors, bel hommage, s'il est vrai qu'on rend ce soir à Bernard Loiseau. Très grand homme. Allez, on continue, Valentin? Et oui, je vais maintenant vous parler de la poularde de Bresse. Alors, c'est une femelle qui n'a jamais pondu. Elle est élevée sur prairie. On va lui accorder 10 mètres carrés par poularde. Elle va passer 4 semaines en épinette. Donc, ce sont les cages d'engraissement. À la fin de sa vie, elle a un âge minimum de 20 semaines et pèse 1,8 kg. Au niveau du prix, on est sur une vingtaine d'euros au kilo. Les mâles et les femelles sont indifférenciés et issus du poussin de race gauloise de Bresse. Les femelles sont plus grasses et leurs crêtes sont plus petites. Alors, comme on les reconnaît, ces poussins de race gauloise, bien sûr, comme on voit l'image en haut à droite, ce magnifique plumage blanc, des pattes bleutées, une crête rouge, la bague du producteur à la patte gauche, le scellé tricolore à la base du cou, le sceau spécifique poulet de Bresse ou poularde ou chapon, et bien sûr, elle est vendue effilée, roulée ou prête à cuisiner. Alors, les particularités qui fondent cette appellation poularde de Bresse, c'est bien sûr son alimentation. Elle va manger donc, durant toute sa vie du maïs, du blé et des céréales exclusivement cultivés en Bresse, des produits laitiers comme du lait écrémé ou du bas-beurre et des produits de sa chasse, bien sûr. C'est une grande chasseuse. Elle mange des larves, des vers, des insectes ou encore de l'herbe. La poularde, elle est élevée en prairie à l'air libre et bien sûr à un âge minimum, puis l'engraissement en épinette à la fin de sa vie. Alors l'histoire de la volaille de Bresse, elle commence à l'époque romaine, 400 ans avant Jésus-Christ. Les races locales, que sont la Nord de Louhan, la Grise de Bourg-en-Bresse ou la Blanche de Béni, en assimilent les meilleurs apports. On va attendre 1591 pour entendre parler pour la première fois de la volaille de Bresse. Dans les registres de la ville de Bourg-en-Bresse, les habitants de la ville vont offrir 2 douzaines de volailles grasses au marquis de Treffort qui a chassé les troupes savoyardes. Et déjà, la volaille de Bresse est une offrande, on peut dire un cadeau raffiné. Le roi Henri IV aurait séjourné en Bresse et séduit par la saveur de la volaille qu'on lui servit, il fit vœu que toujours son peuple puisse mettre la poule au pot. Et aujourd'hui encore, l'incertitude plane sur cet épisode de l'histoire de France. Et il faudra attendre 1825 pour qu'un célèbre gastronome, Brillat Savarin, dans son livre La physiologie du goût, dont on a déjà longuement parlé, classe la volaille de Bresse au premier rang et lui donne ce nom, reine des volailles, volaille des rois. Alors la poularde de Bresse, bien sûr, est distinguée au niveau européen, mais c'est tout d'abord en 1957 l'obtention de l'AOC qui va baliser cette histoire. C'est le fruit d'un long combat pour faire reconnaître la spécificité d'une race, la gauloise blanche de Bresse, d'un terroir et d'un savoir-faire ancestral. Et il faut savoir qu'il s'agit de la seule volaille au monde à bénéficier du AOC AOP. L'aire géographique de l'appellation d'origine, c'est une zone de communes qui forme un ensemble au milieu des départements français à la fois de l'Ain, du Jura, de la Saône-et-Loire, autour de Louhan au nord et Morvel-en-Bresse au sud. Un comité lui est dédié, le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. Et en termes de production, les éleveurs produisent chaque année 940 000 volailles bressanes sous signe de qualité. Au niveau des préparations culinaires, on retrouve bien sûr la poularde de Bresse à la crème de Georges Blanc, qui est située à Vauna, donc à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, la poularde de Mideuil, la recette de l'Amérorasie et de Paul Bocuse. On peut notamment encore citer la poularde aux écrevisses par Alain Ducasse. J'en rajoute une couche, la poularde à la crème, morille et vin jaune. Et comment vous parler de la poularde sans évoquer ces célèbres glorieuses de Bresse. Alors, les glorieuses de Bresse, c'est 4 concours sur les marchés de Bourg-en-Bresse, Louhan, Pont-de-Vaux et Morvel-en-Bresse qui se tiennent à la période de Noël depuis 1862. Le but, c'est de sélectionner les volailles les mieux roulées. Le roulage, c'est une tradition ancestrale qui permettait une meilleure conservation et facilitait le transport.
La méthode elle a été conservée dans le cahier des charges de l'AOC car elle optimise les qualités organoleptiques des volailles. Elle vise à exacerber cette beauté nacrée et le persillage de la chair. Les volailles sont soigneusement plumées, roulées et serrées dans un corset de toile végétale. C'est une fête de la gastronomie française au cours de laquelle les éleveurs présentent leurs plus beaux spécimens et chacun, bien sûr, espère obtenir le grand prix d'honneur et, tenez-vous bien, le vase de Sèvres offert par le président de la République ou au moins une mention honorable. Il faut savoir que le jury est intraitable, connaisseur et son verdict tombe et honore des éleveurs désireux d'atteindre l'excellence. C'est vraiment un spectacle qui est prodigieux. Il réunit des chefs cuisiniers, des personnalités du spectacle, gastronomes du monde entier. On peut bien sûr, en tant que particulier, acheter la volaille sur place à Bourg-en-Bresse, Louhans, Montrevel ou encore Pont-de-Vaux. Merci beaucoup, Valentin. C'était vraiment très, très intéressant. On saura quoi manger en février 2022. Alors, je poursuis avec le Neufchâtel. Alors, le Neufchâtel, c'est un fromage au lait cru de vache à pâte molle croûte fleurie. C'est un fromage AOC depuis 69 et AOP depuis 96. Originaire de la petite ville de Neufchâtel-en-Bray, de laquelle il tire son nom, située en Normandie. C'est le plus ancien des fromages normands. Le fromage des amoureux. Historiquement, la pâte était dite vaccinée, c'est-à-dire que de vieux fromages bien fleuris étaient émiettés et ajoutés pour favoriser le développement des Penicillium candidum afin d'obtenir une belle couverture blanche. De nos jours, les producteurs utilisent des spores de Penicillium candidum. Pendant la phase d'affinage et grâce à l'action du pénicillium sur l'acide lactique, la pâte du Neufchâtel perd de son acidité et sa croûte devient rougeâtre. Alors, pour la petite histoire, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup ça, on murmure qu'il est fait mention du Neufchâtel dans des écrits datant de 1035. De sources plus sûres, on sait que les Anglais découvrent et apprécient le Neufchâtel durant la guerre de Cent Ans, conflit qui opposa le royaume de France au royaume d'Angleterre à la fin du Moyen-Âge. Toutefois, la population ayant fraternisé avec les soldats, on dit que les jeunes filles leur offraient des Neufchâtels en forme de cœur pour leur manifester leurs sentiments. Sous Louis XIV, l'assèchement de nombreux marécages permet le développement de l'exploitation bovine et l'introduction de la race normande. La production laitière étant plus importante, la production fromagère se multiplie, le Neufchâtel voyage et s'expose sur les marchés parisiens. Au XVIIIe siècle, sa renommée s'étend à toute la Normandie et bien au-delà jusqu'à nos voisins étrangers, puisqu'il deviendra ainsi très réputé en Angleterre. Au XIXe, Bonaparte se vit offrir un panier de Neufchâtel et c'est alors que vers 1870, la production et les commandes vont s'intensifier. On va boire quoi? Moi, je vous conseille du cidre et des morceaux aussi de petites poires. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse, Valentin, continuer. Eh bien, on n'a plus qu'à tester, hein, Nicole, ce bel accord avec les poires, le cidre et le Neufchâtel. Délicieux. Allez, on poursuit, Eh bien, Valentin. On finit. Je termine avec une note sucrée et moi, je vais vous parler de cette gourmandise que tout le monde connaît, le macaron. Alors, c'est une petite pâtisserie française appréciée dans le monde entier, un petit gâteau de forme arrondie. Il est dérivé de la meringue et fabriqué à partir de poudre d'amande, de sucre glace, de sucre et de blanc d'œuf. La pâte ainsi préparée est cuite au four, ce qui lui donne cet aspect figé et doré. Sa popularité elle est liée à son histoire et à la variété de ses recettes qui font du macaron d'aujourd'hui le résultat d'une longue évolution. Alors le macaron serait d'origine arabe, il est connu en Syrie sous le nom de louzieh, mot qui signifie amande car il est étroitement associé à la production de ce fruit. Les premières recettes connues datent de la Renaissance. En effet, l'essor du commerce maritime permet l'importation d'amandes en Italie. Le mot vient de l'italien macaroni ou macron, mais ici, pas de pâte, plutôt de la pâte d'amande qui devient l'ingrédient principal de la divine petite pâtisserie quand elle est introduite en Italie dans les années 1500. Alors, simple biscuit, le macaron va traverser la frontière française en 1533 grâce à Catherine de Médicis, qui a des racines italiennes et qui devient reine de France en épousant Henri II. Rabelais, bien sûr, est le premier écrivain français à le citer en 1552 dans son ouvrage Le Quart livre. Et bien sûr, le macaron a été servi
lors du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse à Saint-Jean-de-Luz le 8 mai 1860. Louis XIV apprécia les macarons que lui proposa le pâtissier Adam, fondateur de la maison du même nom, et la maison Adam produit encore aujourd'hui les gâteaux vendus sous le même nom, véritable macaron de Saint-Jean-de-Luz, et la marque, et pour la petite anecdote, est déposée en 1922. Alors, on revient à cette histoire de macarons. Il ne tarde pas à quitter la capitale pour envahir les régions de France, où chacune s'évertue à créer sa propre recette traditionnelle. On va notamment citer Reims, Nancy, Saint-Jean-de-Luz, Montmorillon, Amiens ou encore Nancy, où le macaron est préparé par les communautés religieuses. En 1792, les dames du Sacrement Marguerite Gaillot et Marie-Élisabeth Morlot, surnommées les Sœurs Macarons, commencent à en faire commerce. À l'origine, le macaron, c'est un simple biscuit en amande croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Dans les années 1830, les coques de macarons sont assemblées deux par deux et garnies de confiture, d'épices ou de liqueurs, puis avec différents parfums de crème, ganache ou confiture. Au début du XXe siècle, la maison La Durée de Paris crée le macaron coloré dans sa forme actuelle avec une grande variété de couleurs et de goûts. Il est popularisé dans la capitale comme à Belleville ou dans le quartier latin au salon de thé Ponce. Continuant sa route au cours des siècles, le macaron, considéré comme l'un des symboles de la pâtisserie française, va traverser l'Atlantique pour conquérir l'Amérique. En 1993, le chef pâtissier François Paillard propose ce petit gâteau aux clients du restaurant Daniel de New York. Ça va être un véritable succès. À la fin des années 2000, le cœur du macaron va s'enrichir d'un parfum différent de celui du corps. On peut notamment citer des parfums comme pêche rose, citron vert basilic, praliné yuzu, café spéculoos ou encore poire orange. Et il existe même des macarons salés devenant de vrais petits burgers. Et il existe quelques variantes à notre macaron, comme par exemple le macaroon, très connu dans les pays anglo-saxons, le massepain ou le congolais, qui se conjugue à la noix de coco, et à noter enfin que les macarons israéliens ou hollandais, eux, sont recouverts de chocolat. Merci beaucoup, Valentin. Ça fait vraiment très, très envie. Hein, toutes ces, puis alors, j'adore comme les tomates, là, c'est vraiment très, très joli. Merci beaucoup, Valentin. Cette pause est terminée. Donc, on en a une petite dernière avec une surprise et je te laisse clôturer tout ça. Je vous souhaite une belle soirée. Eh bien, merci Nicole. Encore une belle parenthèse qu'on a animée ce soir. On est ravis d'avoir encore enrichi vos connaissances. Et la semaine prochaine, on se retrouve le jeudi 3 juin à 20h30. Alors, on n'aura pas une parenthèse à vous présenter, mais un quiz. On va prendre un peu de vacances estivales. Enfin, Nicole prendra quelques vacances estivales. Moi, je retourne au travail. Et un quiz donc pour voir si vous avez pu regarder nos parenthèses, en retirer quelques connaissances et voilà, que le meilleur gagne. On se dit à la semaine prochaine et on vous attend nombreux. On a hâte. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Au revoir, soirée. Valentin. Merci. Au revoir, Nicole.